On-Off, le premier podcast de Théo Hould, le plus court circuit vers le son. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce 4e épisode de On-Off en direct du Pamela Club en public. Est-ce qu'on peut vous entendre, le public ? Bach n'a jamais écrit pour accordéon, c'est un fait. On peut toujours rêver de ce qu'il aurait pu faire s'il avait connu l'instrument, argumenter que l'accordéon ou le piano auraient bien pu lui plaire, mais c'est comme ça. Quand je joue du Bach sur mon instrument, je fais forcément un pas de côté. Un pas de côté, mais par rapport à quoi en définitive ? À l'interprétation qu'en aurait fait un instrumentiste idéal à l'époque de Bach, mais cette interprétation-là, personne ne la connaîtra jamais. Alors, si je veux être fidèle à Bach, qu'est-ce qu'il me reste ? Les écrits des chercheurs sur le compositeur, éclairants mais toujours à interpréter. La partition, bien sûr, mais qui peut être trompeuse ou incomplète. Les instruments d'époque qui peuvent aider à comprendre pourquoi Bach a écrit ainsi telle ou telle phrase. Il faut bien sûr tout cela, mais je crois que la fidélité à un compositeur, c'est aussi par l'instinct et l'émotion qu'on peut la trouver. C'est une fidélité problématique, partielle et relative. Pourtant, ce que nous avons encore de commun avec Bach et son époque, c'est notre corps. Un corps capable de sentir, de s'émouvoir et d'éprouver des émotions musicales. Alors, la fidélité à un compositeur se joue peut-être là, dans le dialogue entre les connaissances nécessaires pour comprendre une pièce et cet instinct qui nous met en relation avec l'émotion même qui a dicté l'écriture. Pour parler de fidélité au compositeur et de liberté dans l'interprétation, je reçois la gambiste Lucille Boulanger. C'est une première rencontre puisque nous ne nous connaissons pas, même si à travers ses vidéos et ses disques, j'ai déjà l'impression de la connaître un peu. Ce qui me frappe à l'entendre jouer du Bach, du Mara-Mare ou de la musique contemporaine, c'est une certaine élégance. Quand on la voit, elle a le visage à la fois recueilli et calme, comme si elle se concentrait pour que chaque note qu'elle crée aille droit au but, atteignant l'émotion en plein cœur, sans effet ni détour. C'est une vraie chance de pouvoir parler d'interprétation avec elle ce soir. Alors bonsoir Lucille, comment vas-tu ? Ça va très bien Théo, bonsoir. Je suis très heureux que tu sois là pour ce premier épisode en direct du Pamela Club. Alors c'est un vaste sujet, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être fidèle à un compositeur ? Alors, c'est avant tout être fidèle à la pensée d'un compositeur, donc essayer de comprendre ce qu'un compositeur a voulu dire à travers telle ou telle pièce, et essayer de s'assurer qu'on ne dénature pas le message, qu'on ne fait pas un contresens par notre interprétation. Si je te comprends bien, il y aurait une espèce d'essence, de message originel qu'une pièce porterait en elle. Et le but de l'interprète, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit musicien baroque ou musicien moderne, ce serait de respecter cette essence-là, de ne pas la dénaturer et ensuite de s'exprimer dans ce cadre-là. Oui, on n'est obligé à rien, il n'y a pas de loi là-dessus. On ne va pas en prison si on a dénaturé quelque chose. Et puis, on ne peut jamais être sûr qu'on est dans les bons rails. Voilà, chacun s'arrange après avec sa conscience et avec le fantôme des compositeurs qu'on joue. En tout cas, oui, ce message, cette essence d'une pièce, parfois on peut mettre des mots dessus. On peut dire que c'est, par exemple, quand il y a un texte, quand on pense aux passions de Bach ou aux cantates, il y a vraiment un affect, il y a une idée. Parfois, c'est beaucoup plus abstrait que ça. Ça peut être quelque chose de joyeux, ça peut être une musique fonctionnelle, ça peut être... Voilà, l'enjeu compositionnel, il varie énormément d'une pièce à l'autre. Et c'est assez dur finalement de définir ce qu'est l'essence de la pièce. Et puis j'imagine que ça change en fonction de chaque compositeur. Mais comment fait-on finalement quand on arrange une pièce ? Je sais que tu fais pas mal de transcriptions. Nous, évidemment, à l'accordéon, on en fait aussi. Et de fait, on détourne forcément la vision du compositeur qu'il avait imaginée pour un autre instrument. Oui, absolument. Il faut essayer d'imaginer comment ça sonnerait pour l'instrument original. Est-ce que l'instrument original était vraiment un choix ? Est-ce que le rapport entre le médium, l'instrument choisi, et la pièce est très, très intime, comme ça peut être le cas, par exemple, justement dans des passions de Jean-Sébastien Bach, où il va vraiment utiliser les fragilités d'un instrument ou les caractéristiques d'un instrument pour faire passer son message, et des fois où c'est un peu moins connecté. Et souvent, dans ces cas-là, d'ailleurs, Bach, pour ne parler que de lui, va écrire plusieurs versions de la même pièce. Donc moi, je vais en priorité m'attacher à des pièces pour lesquelles il existe déjà plusieurs versions. Donc, par exemple, dans les sonates de Bach, les sonates pour viol de gambe et clavecin de Bach, la première existe aussi pour 2 flûtes et basse continue. Et puis, voilà, la version qu'on connaît un peu mieux pour une viole de gambe et un clavecin. Donc, ça veut dire que ce n'est pas absolument fondamental
pour Bach, que ce soit une viole et un clavecin ou deux flûtes et une basse continue. Il y a quelque chose de plus abstrait. Je crois de toute façon qu'effectivement, dans sa musique, il y a un universalisme qui nous touche tous et qui va, comme tu le disais, un peu dans la nomenclature. J'ai en tête l'art de la fugue qui n'a pas de nomenclature. Ce n'est pas écrit pour des instruments en particulier, il y a juste 4 voix. Alors, on a l'habitude de le voir en quatuor à cordes ou dans des formations un peu plus traditionnelles, entre guillemets, mais finalement, on pourrait très bien les jouer pour cornet à bouquin, trompette, xylophone et marimba. Ce seraient toujours les mêmes notes. Donc, je sais que tu parles, toi, de transcription historique. Tu parles de ça dans une interview. Et quand tu vas choisir tes pièces à transcrire, tu m'as dit que tu vas essayer d'imaginer ce que le compositeur aurait voulu en choisissant l'instrumentarium. Et est-ce qu'il y a des limites, par exemple, que tu rencontres avec la viole de gambe et quelles sont-elles ? Moi, il y a quasiment que des limites. Et donc, c'est un sacré challenge toujours d'essayer de savoir comment les contourner ou ne pas les contourner. Alors, pour ça, on s'appuie sur les choses plus idiomatiques de l'instrument, c'est-à-dire les habitudes qu'on a de compositeurs qui étaient déjà violistes, donc qui savaient comment bien faire sonner une viole de gambe. Donc, pour parler très concrètement, on a un accord de ré majeur, comment on le dispose. Bach, pour le violon, l'a disposé d'une certaine manière. Ça ne sera pas possible sur la viole parce qu'on a des quartes et une tierce et pas des quintes comme au violon, et puis qu'on a un instrument beaucoup plus grand. Donc voilà, comment on redispose cet accord. Et donc, on a toujours plusieurs possibilités. Donc voilà, souvent on essaye, on tâtonne, on voit ce qui sonne bien. Ça, c'est quand même c'est très empirique, mais voilà, parfois il y a des choses qui sont convaincantes et d'autres qui le sont moins. Et ce que j'appelle transcription historique, c'est que souvent je pars pour mes transcriptions d'un témoignage d'époque ou plusieurs et d'une preuve, de la preuve d'une pratique. Parce qu'évidemment, on s'affranchit de tout ça après, mais quand on fait de la musique ancienne, on a eu une telle rupture de tradition qu'il faut toujours se redemander si on sait bien ce que c'est qu'une viole de gambe et si on n'est pas un peu à côté de la plaque. Et repartir dans les traces de grands maîtres de l'époque, c'est relativement rassurant. On se dit qu'ils se sont aventurés peut-être un petit peu hors des sentiers battus, mais qu'au moins eux savaient, enfin on les prend comme référents, ils savaient ce que c'était qu'une viole de gambe et jusqu'où on pouvait la pousser. Donc par exemple, il y a un disque sur lequel j'ai fait des transcriptions qui partent de la pratique d'Antoine Forqueray, l'un des derniers grands virtuoses de la viole. Et donc, on sait qu'il jouait sur la base de viol du répertoire pour violon de compositeurs italiens. Voilà. Et on sait quel compositeur, on n'a pas les transcriptions parce qu'il les faisait probablement à vue, mais on sait qu'il jouait du Corelli, qu'il jouait du Mascitti, etc. Donc, à partir de là, je me sens un petit peu moins illégitime à tenter ça et je sais que je mets mes pieds dans les traces de quelqu'un qui, a priori, savait ce que c'était qu'une viole de gambe. Oui, ça met en confiance. Moi, de toute façon, c'est une question que je me pose beaucoup. Évidemment, je n'ai pas la réponse, mais quand je fais une transcription, est-ce que je vais chercher à reproduire justement ce qu'aurait pu faire le clavecin, à me rapprocher d'un jeu pour nous donc un peu plus staccato, en coupant les notes. Par exemple, quand on marque une ronde au clavecin, évidemment, le son part, tandis que nous, à l'accordéon, le son peut rester. Donc, est-ce que je vais jouer une ronde 4 temps ou finalement la jouer comme le clavecin et la faire disparaître? Et donc, je n'ai toujours pas trouvé. Souvent, quand il y a une reprise, je fais l'un ou l'autre. Et, la question que tu poses, pardon, je t'interromps, c'est en fait la différence entre le texte et la musique. Et quand on fait de la musique ancienne, on est obligé d'être face à cette question, c'est-à-dire que le texte, les notes qu'on a, le solfège qu'on a, le rythme écrit, ça n'est pas la musique, ça n'est pas le résultat, parce que l'écriture est plus approximative, elle n'est pas forcément destinée à la postérité. Nous, souvent, on joue sur des manuscrits, donc des choses qui ne sont même pas destinées à être publiées. Par exemple, si on joue un adagio de Corelli, on va avoir 4 pauvres blanches écrites, et on ne peut pas faire plus grand contresens que de jouer textuellement ces 4 pauvres blanches. Voilà. Et donc parfois, jouer le texte, c'est être à côté de la plaque au niveau de la musique. C'est pour ça qu'on étudie la pratique de l'époque, savoir que quand ils écrivaient 4 pauvres blanches, c'était la base d'une improvisation. Et c'était tout sauf destiné à être une ligne très simple. Enfin, il faut toujours garder la ligne et la retrouver. Mais on ne comprend pas la musique si on s'en tient juste au texte. Voilà. Mais c'est bien, tu fais la parfaite transition. J'ai parlé de fidélité au début de cette émission. Je voudrais maintenant aborder un paradoxe qui m'apparaît en fait assez souvent. Paradoxe en tout cas pour moi, c'est que les musiciens baroques ont réputation auprès de nous, musiciens modernes entre guillemets, c'est
assez étrange comme Oui, dénomination. c'est comme D'ailleurs, ça qu'on vous appelle. C'est voilà, bizarre. il faudrait revenir. Je pense qu'on est tous aussi modernes puisqu'on vit dans le même temps. Enfin bref, passons. Vous avez la réputation d'avoir une bien meilleure connaissance des traditions et des traités que nous. Vous êtes un peu les érudits, les Gandalf de la musique, si je puis dire. Alors que vous êtes, en tout cas pour moi, une source d'inspiration dans la liberté en fait que vous prenez dans vos interprétations. Toi, tu le disais, tu improvises, notamment dans le continuo. Enfin, le continuo, pour faire simple, c'est la partie qui va accompagner la mélodie, surtout dans l'époque baroque, pour faire vraiment schématique. Et donc toi, tu vas improviser là-dessus, tu vas faire des variations que finalement très peu de musiciens classiques se permettent en jouant par exemple de Chopin, alors qu'on sait que Chopin improvisait lui-même sur ses partitions quand il jouait en concert. On a des écrits de ses élèves qui travaillaient avec lui où ils arrivaient avec une partition donc éditée, avec un tempo marqué, des nuances marquées, et on voit leur partition rayée à la plume rouge en disant non, cette andante, ce n'est pas du tout un andante, en fait, c'est un adagio, c'est pas piano, c'est mezzo forte, enfin bref, beaucoup de différences. Et je pense qu'il y a eu paradoxalement une certaine pudeur avec nous. Alors, toi, comment tu définirais justement la liberté que vous pouvez trouver dans la musique baroque et où est-ce qu'elle s'arrête en fait? Alors, c'est une liberté qui naît idéalement de la connaissance, donc idéalement de lecture et d'un travail assidu que ma génération fait quand même souvent beaucoup moins que l'a fait la génération ou les générations précédentes. Et c'est en fait s'immerger dans un bain. Donc, pour filer l'exemple de Corelli, par exemple, si je dois improviser dans le style de Corelli, je vais pendant un certain temps jouer les improvisations écrites de Gemignani pour me familiariser avec le style, pour me baigner, pour m'immerger comme si ça devenait la musique de mon temps et ma langue maternelle. C'est pas la liberté de faire n'importe quoi, mais c'est dans un style donné. Et le problème, c'est qu'on doit pratiquer beaucoup de styles différents. On doit pratiquer les agréments français de Marin Marais, voilà, Corelli, Bach. Donc, il s'agit, oui, de fréquenter le plus possible l'univers d'un compositeur, donc grande partie de son catalogue, la musique qu'il y a eu avant aussi. Donc, par exemple, le peu de certitude que je peux avoir sur Bach ou mon instinct, c'est un faux instinct parce que, en fait, je joue pas seulement les sonates pour clavecin et viol de Bach. En tant que violiste, j'ai la chance de pouvoir jouer des cantates. J'ai joué des dizaines et des dizaines de cantates de Bach, de pouvoir jouer régulièrement ses passions, de pouvoir jouer les concertos brandebourgeois. Donc, c'est en fait à force de s'immerger dans tout son répertoire qu'on finit par avoir des habitudes et des instincts. Après, la liberté du musicien, je pense qu'elle est totale. La liberté de l'interprète, c'est peut-être encore un tout petit peu différent parce que, comme son nom l'indique, on prétend quand même interpréter quelque chose. Donc, on est des passeurs entre un compositeur, entre un discours qui a déjà été écrit au préalable et pensé. Et notre travail, c'est de le restituer pour le public, pour les vivants. Donc, on est à la fois très important parce que si on n'était pas là, cette musique ne serait pas entendue. Et à la fois, on est simplement des intermédiaires. Ouais, c'est toujours quelque chose d'assez délicat à définir, la place de l'interprète dans la musique. Eh ben, on va écouter un passeur. J'aime bien le terme. Je ne te dis pas du tout de qui il s'agit dans l'interprète, ni de la pièce, ni de l'époque. Je te laisse découvrir. Je suis nulle. Ah, mais c'est pas du tout, c'est pas un blind test. Hein, c'est juste pas. Ah non, c'est. Mais c'est pas un blind test. Mais je pense que tu le connais. Et du coup, on peut écouter le premier extrait.
J'imagine que tu as reconnu en tout cas Oui, je crois que j'ai la gagné musique. j'ai gagné le cadeau. Alors vas-y, je te laisse le bonheur de Voilà, pouvoir... c'était facile. La pièce, c'est une pièce pour viol de gambe de Marin Marais qui s'appelle Les Voix humaines et elle est interprétée là au Théorbe, je pense, ou à À l'Archiluth. À l'Archilutte, ouais. l'Archiluth. Par Thomas Dunford. Tout bon. Je connais d'autres luthistes, mais tu pouvais pas forcément savoir que je connaissais d'autres luthistes, donc ça me met sur la voie. Et ouais, c'est une très très belle transcription que j'avais jamais entendue en disque. J'ai entendu Thomas la jouer à l'occasion et que je trouve très très convaincante. C'est vrai que je trouve plus compliqué de transcrire de la viole au violoncelle finalement, qui a beaucoup moins de possibilités harmoniques. Et là, c'est extrêmement convaincant parce que Thomas est un grand musicien et aussi parce que ses deux parents sont violistes et que je pense qu'il a entendu cette pièce déjà dans le ventre de sa maman. Et il sait comment une viole de gambe est censée sonner. Donc, il a le son de référence, la rondeur, et il enrichit avec tout ce qu'un luth peut faire en plus et qu'une viole ne peut pas faire. Donc, c'est une très, très belle transcription plus. Oui, c'est vrai que moi j'ai écouté pas mal ce disque. C'est un disque où il joue avec Jean Rondeau. J'ai même écouté sans savoir vraiment ce qu'était la pièce. J'ai écouté le disque à la suite. Je n'avais pas vu que c'était pour viol de gambe. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a un an environ. Et je trouve ça assez somptueux. Il y a quelque chose de très planant, de l'ordre de l'intime, assez spirituel. Enfin voilà, c'est vraiment tout un univers. Et on parlait au début d'essence de la pièce. Et je pense que je définirais cette essence avec les mots que je viens de dire et que, en tout cas, sans être fin connaisseur des transcriptions entre la viole et l'archiluth, je pense que celle-là, effectivement, vaut vraiment le détour. Je te propose d'écouter tout de suite un deuxième extrait. Donc, c'est la même œuvre, mais une autre interprétation. C'était une version de Jordi Savall. On change quand même complètement d'atmosphère. Il y a déjà la transcription, je trouve, du coup, la version originale par rapport à ce qu'on a écouté avant, qui donne
quelque chose d'autre. Là, un peu plus de l'ordre de la suavité et puis l'interprétation où on a l'impression qu'il parle avec beaucoup d'air dans la voix. Je l'entends en fait parler. Alors je sais que ça ne veut rien dire, c'est complètement personnel, mais moi je l'entends parler. Il y a cette fragilité, on entend dans le vibrato aussi que l'archiluth ne reproduisait pas. Qu'est-ce que tu penses toi de cette version au regard de l'autre? Alors, c'est pas tout à fait la version originale non plus, en fait, parce que la version originale est éditée avec une basse. Donc, c'est pour deux viols, une viole soliste, une viole qui a le sujet et une viole qui a la basse. Là, il y a le choix d'en faire une pièce pour viole seule, donc avec quelques petites modifications, et peut-être une influence sur le tempo qui peut pas être aussi lent que quand on est soutenu par une basse, parce qu'on est obligé de faire l'accompagnement et le dessus en même temps. Donc, ça implique un tempo un petit peu plus allant, peut-être moins planant. Et en effet, ce que tu dis sur le fait d'entendre parler et d'avoir beaucoup d'air, c'est une chose qui revient beaucoup dans les écrits de l'époque, le fait qu'on levait l'archet, en tout cas en France. On lève l'archet pour faire résonner l'instrument et on reprend. Voilà, c'est écrit tire-tire, par exemple. Et ça donne beaucoup de théâtralité. Et la théâtralité, c'est un élément très, très important de la musique baroque. La rhétorique, le fait d'appeler quelque chose. Et la dernière chose, quand tu parles du vibrato, en fait, cette pièce s'appelle Les voix humaines et ça peut être la voix humaine, ça peut être aussi un jeu d'orgue, un registre d'orgue qui s'appelle Voce Umana, je crois. Et donc, Marin Marais note en fait ce vibrato. Donc nous, à la viole de gambe, on ne fait pas un vibrato constant sur chaque note, mais c'est vraiment un ornement choisi et souvent écrit, qui en effet... Alors, il y a même deux vibratos différents. On a le, pour les puristes, on a un type de flattement qui est comme ça un petit peu agité et on a la plainte qui est plus comme un grand vibrato lent. Et là, en effet, ça donne cette impression de frémissement qu'on entend très bien dans la version de Saval. Et tu fais encore très bien les transitions, je vais t'engager à plein temps. Je sais que tu as un passé de comédienne, ou peut-être même un présent encore un peu d'ailleurs. Un passé. Et je me demandais si justement ça entrait en compte dans ton interprétation, dans ton goût de la scène, et comment tu gères ça dans la musique. Alors, j'ai du mal à répondre parce que j'ai eu donc une enfance j'étais enfant du spectacle à partir de mes 4 ans et demi, 5 ans, en même temps que j'ai commencé la viole. Donc, comme ça a toujours été là, j'ai du mal à dire ce que ça serait et la musicienne que je serais sans ça. C'est imbriqué. Je me rends compte de l'apport de ce passé-là quand j'enseigne, en fait, paradoxalement, et que je dois expliquer la manière dont un affect est crédible ou pas. C'est-à-dire la manière dont une nuance est amenée. Par exemple, un forté, c'est pas juste un forté, il y a une émotion qui va avec un timing, qui va avec... voilà. En fait, il y a beaucoup de points communs, je trouve, entre le métier d'acteur et celui de musicien. C'est cette notion de passeur dont on parlait tout à l'heure. Pour ma part, c'est vrai que je ne saurais pas trop dire non plus qu'est-ce que l'apport d'une pratique théâtrale. Alors, j'ai jamais fait vraiment de théâtre, mais j'ai toujours été assez sensible et je saurais pas vraiment dire non plus qu'est-ce que ça change à mon jeu. En tout cas, je sais que ça a développé un goût pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin que la forme du concert classique, tu vois, dans la présentation des œuvres, dans les textes qu'on peut écrire aussi pour présenter les morceaux qu'on va jouer. Là, je me lance dans la construction d'une scénographie donc autour d'un programme pour concilier justement ces deux mondes. Et je ne sais pas si sur mon jeu, sur ma posture, ça a une quelconque incidence, mais en tout cas, dans tout ce qui est l'imaginaire qui va venir nourrir en fait ma vision du concert, ça, c'est vrai que ça a eu une incidence. Et alors, je sais que tu n'aimes pas répondre trop à cette question, mais je me demandais comment tu as choisi la viole de gambe dans la mesure où, par exemple, quand moi j'ai choisi l'accordéon, donc à 6-7 ans, je n'aurais pas pu choisir la viole de gambe dans la mesure où je ne savais pas que ça existait à cet âge-là. Du coup, comment toi tu as découvert en fait plutôt la viole de gambe? Et c'est très juste de le poser comme ça parce que pour choisir un instrument, il faut simplement Ouf, j'avais peur. savoir que ça existe. Et donc voilà, je savais que ça existait à l'âge même avant mes 4 ans, parce que tout simplement, je venais d'une famille très musicienne et mélomane qui était déjà extrêmement au fait de la musique ancienne. Et j'ai été énormément ballottée au concert et j'ai vu des viols de gambe d'aussi loin que je m'en souvienne. Donc c'était un instrument parmi d'autres, un instrument assez banal en fait. Après, dire pourquoi j'ai eu le coup de cœur, j'étais très jeune, donc c'est difficile de me souvenir. Je crois que c'était vraiment un ensemble de choses et que c'était extrêmement connecté à la personne qui en jouait ce jour-là. Voilà, une sorte de modèle d'illumination comme ça. Cette personne, c'était Christine Plubot, qui a accepté après d'être mon professeur dans mes 10 premières années d'apprentissage.
Oui, je pense qu'on est marqué souvent par des interprètes qui transcendent d'ailleurs un peu leurs instruments, sauf que quand on est petit, on ne sait pas forcément que c'est transcendé et que ce sont surtout de super interprètes. C'est vrai que moi, j'écoutais pas mal d'Astor Piazzolla quand j'étais petit et je pense que ça a pas mal aiguillé aussi mon choix pour l'instrument. Et je me suis rendu compte donc que finalement, je ne connaissais pas bien encore aujourd'hui ton instrument en préparant l'émission, puisque beaucoup de morceaux que je pensais te faire écouter, je me suis rendu compte que c'était en fait des morceaux pour violoncelle baroque et j'aimerais pour ma culture et puis pour celle de nos auditeurs que tu nous expliques un tout petit peu la différence en fait entre les deux instruments. Alors, la viole de gambe, c'est toute la famille d'instruments. Donc là, ce qu'on voit, c'est une base de viol. C'est du coup l'équivalent du violoncelle pour la famille des violons. Mais quand on est violiste, on joue tous les membres de la famille, depuis la petite soprano jusqu'à la contrebasse de viol. Alors tout ça se tient entre les jambes, enfin comme on peut, mais plutôt de façon verticale. Et la viole de gambe est un instrument alors à cordes frottées, comme la famille des violons. Seulement, elle a beaucoup plus de cordes, elle en a 6 ou 7. Elle est accordée très différemment, elle est accordée généralement en quarte et en tierce, donc un peu comme une guitare. Et elle a des frettes, donc qui sont des morceaux de cordes noués autour du manche, qui permettent à la viole à la fois un jeu mélodique, comme la famille des violons, mais aussi un jeu polyphonique, harmonique, un jeu en accord, comme la famille des guitares. Donc c'est une famille cousine, mais pensée assez radicalement différemment, en fait. Eh ben merci pour l'éclairage. Moi, c'est important, comme ça je m'endormirai moins bête ce soir. Je dois dire que j'ai aussi posé beaucoup de questions à Théo sur. J'ai eu droit à une petite révision sur la différence entre l'accordéon diatonique chromatique, ce qu'on m'avait expliqué 15 fois, la différence entre le clavier piano et le clavier touche. Donc voilà. Je ne sais pas quand est-ce que tu expliqueras aux auditeurs pour toi. Bah, écoute, c'était un échange de bons procédés, ouais. Mais là, j'en ai marre d'expliquer des trucs sur mon instrument. Okay. Chacun son tour. On parle souvent dans On-Off de la vie des musiciens au-delà de musique pure et on parle aussi d'aléas du direct, comment en fait quand on est sur scène, il y a des éléments extérieurs qui peuvent intervenir et qui vont pouvoir modifier notre interprétation ou nos perceptions. On joue jamais dans des salles identiques, ce ne sont pas les mêmes acoustiques, ce ne sont pas les mêmes températures. En montagne, c'est pas le même taux d'oxygène. Je sais que pour certains instruments ou instrumentistes, ça peut avoir une incidence. Toi, dans ton cas, est-ce que, déjà, première question, la viole de gambe, c'est un instrument capricieux? Est-ce que ça se désaccorde facilement? Est-ce que ça bouge beaucoup dans un concert? C'est extrêmement capricieux. C'est un peu comme conduire sur un terrain constamment accidenté, en fait. Donc, l'exception, c'est quand quelque chose se passe comme on l'avait prévu et comme on l'avait travaillé à la maison. Et le gros de notre virtuosité ne se voit pas. C'est simplement maintenir l'instrument à peu près accordé, avec toutes les cordes et avec un son comme on peut. Voilà. Ça, c'est la viole de gambe. En commun c'est avec aussi, l'accordéon. Voilà, on se comprend. C'est aussi l'aléa des cordes en boyau. Donc ça, c'est pareil pour les violonistes baroques ou les violoncellistes baroques. On est extrêmement dépendant de la qualité de la corde qu'on a ce jour-là, comme les anches, un peu aussi. Donc l'oxygène, on s'en fiche pas mal, mais alors l'hygrométrie, c'est notre cauchemar en général. Donc moi, j'ai toujours mon petit hygromètre pour voir comment je peux un tout petit peu adapter les choses dans un sens ou dans l'autre. Mais voilà, un concert à 90% d'humidité, comme ça a été le cas, par exemple, de mes 3-4 derniers concerts, c'est l'enfer intersidéral. C'est-à-dire il n'y a pas de plaisir, c'est quasiment que de la survie. Et c'est de l'aquaplaning en permanence pour ne pas faire siffler la corde. C'est-à-dire que chaque son qui est produit, qui ne siffle pas, est un miracle et est en réalité le résultat d'un métier. Ah, et tu es un peu le messie de la viole de gambe, alors. Et donc, non, on est tous un peu dans ce cas-là, mais il y a quelque chose de très frustrant, oui, parce qu'on aimerait pouvoir faire des choses beaucoup plus prestigieuses ou virtuoses, apparemment virtuoses. En réalité, faire simplement son travail correctement, c'est déjà souvent très difficile. Donc, c'est une grande frustration, oui. Parfois, on prépare très bien un concert et parfois, il est raté à cause de nous. Mais parfois, il n'est vraiment pas raté à cause de nous et personne ne peut vraiment comprendre. C'est-à-dire que le public, en général, sait que quand il fait très humide, l'instrument se désaccorde beaucoup. Donc, c'est à peu près rentré dans la connaissance des publics habitués de la musique ancienne. Mais par exemple, le fait que la corde se gorge d'eau et ne réagit plus du tout de la même manière, qu'on ne peut plus faire un ornement, que la corde se bloque, se fige. Voilà. Je dis souvent que c'est un peu comme danser avec de l'eau dans
ses chaussures ou bien même avec des palmes, quoi. Voilà. Donc, évidemment, on ne peut plus tout à fait être en position de grâce ou de créer une quelconque magie. Bon, je te rassure en tout cas sur tous les vidéos que j'ai vues de toi, puisque je ne t'ai jamais vu en concert jusqu'à aujourd'hui. Ça ne se voit pas et pour moi, tu es un peu l'incarnation de la grâce sur scène, comme je le disais. Les palmes sont coupées au début. montage. Ah, c'est ça le secret, c'est comme dans un off, alors il y a du montage. C'est cadré comme il faut, ouais. Bon, eh ben, écoute, je te propose d'essayer de jouer, de voir si l'hygrométrie, le taux d'oxygène est à notre faveur. C'est vrai qu'à l'accordéon, on a aussi beaucoup de problèmes. C'est un instrument qui est très capricieux. Pour ceux qui me demandent à chaque fin de concert, ça s'accorde. C'est très compliqué, c'est très laborieux. Quand je vois les accordeurs en train de travailler sur donc ces toutes petites lames qui sont à l'intérieur de l'instrument, on a vraiment l'impression qu'ils y vont au pif. Et le pire, c'est que je crois qu'ils y vont vraiment au pif. C'est un peu le problème. On a des touches qui peuvent se bloquer, des mécanismes qui font qu'on a une note qui va se mettre à jouer et puis ne pas s'arrêter. Donc, il faut essayer de varier. J'espère que ça n'arrivera pas ce soir. En tout cas, on va faire notre maximum. Puis ensuite, on y va. Donc, pour clôturer cette émission, nous allons jouer le final de la sonate en sol mineur pour viole de gambe et clavier de Bach. Et nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode d'On-Off.
Bye.